Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 14 octobre et à la une de ce journal, la visite du président de la République à Mayotte se précise. À 8 jours de son arrivée, le programme est en partie connu. Pour l'heure, aucune rencontre n'est prévue avec les différents collectifs citoyens. Celui à l'origine du mouvement de grève générale de 2018 a néanmoins envoyé un courrier au président pour réclamer une entrevue. Une lettre qui prend à bien des égards des allures de pamphlet contre la politique menée par l'État à Mayotte. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet. Attendu mardi prochain à Mayotte, Emmanuel Macron devrait dans un premier temps connaître un accueil solennel à l'aéroport du département. Selon nos informations, il se rendra ensuite en Grande Terre où un discours est prévu boulevard Andrian Souli, là où le défilé du 14 juillet prend forme chaque année. La troisième étape est programmée à la mairie de Mamoudzou avec les élus de l'île. Le président prendra ensuite la direction du Nord pour une séquence liée à la lutte contre l'immigration clandestine à Amjago, puis au collège de Mtsamboro pour une conférence de presse. Le lendemain, avant de quitter Mayotte pour la Réunion, une séquence pêche a semble-t-il été annulée. Cette matinée pourrait donc servir à rencontrer les membres du collectif des citoyens de Mayotte qui ont envoyé une lettre au président et qui prévoient de manifester le 22 octobre prochain. On a le choix entre aller à l'aéroport avec des colliers de fleurs, danser avec le président, lui cacher la misère qu'il y a sur le terrain en repeignant un peu certaines façades, en remettant un peu de goudron là où il va passer pour boucher les trous. Et puis comme ça, il repart, il dit que les Mahorais sont gentils. Et puis nous continuons à nous lamenter. Ou alors nous profitons quand même du fait qu'un président de la République, d'une des plus grosses puissances économiques du monde, qui vient à Mayotte à mi-mandat, et donc peut-être qu'on ne reverra plus après, on en profite peut-être pour lui dire les réalités du terrain et les réalités que lui cachent ceux qui doivent parler pour nous. Nous, ce jour-là, on va descendre dans la rue. C'est le prolongement du mouvement de 2018 qu'on est en train de faire, rien d'autre. Dans la lettre envoyée au président, le collectif s'en prend aux élus du département jugés trop proches du pouvoir. Le collectif souhaite donc pouvoir échanger avec Emmanuel Macron afin de lui faire remonter les nombreuses problématiques de l'île. Le collectif est là pour les Mahorais, pour Mayotte. Et nous, on demande quoi, enfin? Le collectif demande quoi? L'égalité, le rattrapage du département de Mayotte, tout simplement. Mayotte a eu beaucoup de visites ministérielles de personnages du gouvernement qui sont venus pour écouter à chaque fois et pour regarder, pour observer. Et maintenant que le président vient, Mayotte veut des actions, des enveloppes pour commencer. Enfin, on ne veut plus de discours ni de promesses. Le collectif s'attaque également au manque d'ingénierie supposé mis en avant par Annick Girardin. Selon ses membres, la population de l'île est traitée en marge de la République, mise sous tutelle par l'État, comme le montre la remise en cause de la décentralisation. On a deux dérisions à Mayotte actuellement. Le manque d'ingénierie et l'histoire de la radicalisation de Castaner. C'est terrible. Et quand on regarde ce manque d'ingénierie, on a détruit les SMIAM, on a pour moi détruit la CIM, on va récupérer le syndicat des eaux, on empêche le département d'avoir les fonds européens, l'agriculture ici, personne ne l'a aidé alors que c'est le premier poste d'exportation, etc. On est en train de tout détruire. Et en détruisant le SMIAM et la CIM, on détruit aussi l'ingénierie qui va avec. Puisque tous ces cadres très bien formés, on se retrouve complètement à la rue. Et l'État prétend, probablement parce que l'État est aussi de temps en temps condamné en Europe sur l'histoire des Guidarets, l'histoire de l'assainissement, etc. Ils disent qu'ils veulent faire vite et sont en train de remplacer même l'ingénierie qu'on a ici par des experts. Mais c'est qui ces experts ? Le collectif présage, je cite, que ce voyage au plus près de la population est peut-être l'occasion d'écouter et d'entendre ce que l'on ne vous dit pas à Paris. A noter que pour préparer cette venue, un grand congrès est programmé ce dimanche 20 octobre à Chiconi. Et ce matin s'est tenue une séance plénière à l'hémicycle Younoussa Bamana. Un sujet en particulier a occupé la matinée, le vote de la future marque économique du territoire par les élus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet a été source de débat, notamment en raison du nom choisi Oui Mayotte. Jugé trop simpliste, voire péjoratif par certains, Oui Mayotte a finalement été validé à l'unanimité. Une marque qui doit aider les entreprises mahoraises à se démarquer et à s'exporter à l'international. Un reportage signé Paul Arthur Avit.
En visioconférence durant cette séance plénière, le prestataire MMAP, basé à Paris, qui a travaillé près de 18 mois en coopération avec les acteurs économiques du département sur cette marque. Beaucoup d'incompréhension durant cette séance, mais les élus, après avoir délibéré en privé, sont allés dans son sens malgré leur réticence première, par peur que la marque prenne la place du blason du conseil départemental. Leur délibération leur a permis de comprendre que cette marque serait un atout pour l'économie mahoraise. Nous avons souhaité avoir l'adoption de cette marque puisque c'est une marque qui va engager les territoires. Et donc, il fallait que ça soit adopté par l'Assemblée départementale qui est en quelque sorte le décideur de ces territoires. Et puis, il faut savoir que le département étant le chef de file du développement économique, donc il a été normal que ça soit validé par les élus. Une validation qui aurait pu ne pas avoir lieu du fait d'un manque de compréhension de la part des élus. Une marque qui va permettre, maintenant que la validation est passée, de mettre en avant les acteurs de l'économie mahoraise d'un point de vue local et international. Maintenant que la marque a été adoptée par les élus, ce qui va à la suite, ça va permettre à tous les acteurs économiques qui ont participé à l'immersion de la marque de pouvoir s'approprier de la marque et l'utiliser sur leur support de communication pour avoir un message commun, positif et constructif et un message fédérateur surtout des acteurs économiques et montrer que Mayotte est solidaire dans le développement économique du territoire. Un coup de pouce de plus pour les entreprises mahoraises. Maintenant, il va falloir expliquer à ces entreprises comment utiliser cette marque et la mettre en avant. Et Mayotte accueille actuellement la présidente du Conseil national des barreaux. Christiane Ferral-Schul est en visite pour apporter son soutien aux avocats de l'île. Depuis plusieurs mois, le barreau de Mayotte multiplie les mouvements de protestation entre grèves locales et nationales. La présidente du Conseil national va donc prendre le pouls des problématiques propres au département afin de les faire remonter à Paris. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. L'institution nationale, le Conseil national des barreaux, représente donc les 70 000 avocats de toute la France. C'est important pour nous d'aller à la rencontre des avocats. Et Mayotte, c'est un signe particulier. La justice, vous savez, est malmenée partout sur l'ensemble de la France et ici en particulier. Donc les difficultés que rencontrent les avocats sur le terrain de la justice, c'était l'occasion de venir en parler, d'alerter les autorités, de se rendre compte par nous-mêmes de ce qui se passe et de rappeler l'importance du rôle de l'avocat dans un état de droit. Donc nous sommes là pour évoquer ces sujets, pour aider également localement et rappeler au barreau de Mayotte que nous sommes là, l'institution est là pour accompagner, établir les liens. Nous sommes les représentants de la profession vis-à-vis des autorités publiques. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Ali Ibrahim, adjoint au maire de Mamoudzou, en charge notamment de la voirie, des travaux publics, des équipements aussi publics. Vous êtes candidat aux élections municipales de 2020. Ali Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à toutes celles qui nous regardent. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors vous étiez un proche de Mohamed Majani et vous avez décidé, comme d'autres, de vous présenter. Pourquoi avoir décidé finalement de lâcher le maire sortant qui, on le sait, va être candidat, mais qui finalement sera plus entouré de la même équipe que celle de 2014 ? Jusqu'à présent, comme je lui ai dit auparavant, je ne l'ai pas entendu comme quoi il est candidat. Mais moi, je suis parti le voir au mois d'octobre 2018 pour lui expliquer que je suis candidat aux élections municipales 2020. Et d'ailleurs, c'est une des journées où on a passé plus de temps ensemble. Donc, moi, je suis effectivement... reproche ça ? Vous trouvez que c'est un maire qui n'a pas été suffisamment proche de ses adjoints, qui aujourd'hui le lâche finalement les uns après les autres ? Moi, je pense que ce n'est pas la personne de Majani, mais moi, je pense que c'est un projet. Parce que moi, j'ai une philosophie, j'ai aussi des idées de parcours avec de certaines personnes. Donc, je pense que vis-à-vis de ce que attend le territoire, je lui ai dit exactement en 2017 que je serai candidat aux élections municipales 2020. Selon vous, cette équipe
dont vous faites partie n'a pas été à la hauteur des attentes de la population et finalement du programme pour lequel vous avez été élu? L'équipe a été à la hauteur de ce qu'attendait la population, parce que nous avons soumis à la population en 2014 de vrais projets innovants, des projets pour améliorer le cadre de vie, c'est-à-dire notamment au niveau de la sécurité, c'était notre priorité. Nous avions aussi un projet d'éclairage public, on l'a réalisé. Nous avions aussi un projet de moderniser l'administration. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une feuille de route qui commençait de 2014 à 2022. Et cette feuille de route n'a pas été tenue, d'où le fait que beaucoup d'élus sont déçus. C'est parce que la décision du commandant n'a pas été celle de la majorité municipale. Donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi je suis candidat parce que je pense que la situation du territoire mérite qu'on pense mieux à la population. D'où mon projet, c'est Oussiki Nibasivo, parce que nous vivons sur un territoire où le taux de chômage est à 53% pour les jeunes, le taux de chômage pour les femmes est à 48%, c'est-à-dire qu'une femme sur deux sur le territoire est au chômage, est dans la pauvreté, et aussi nos jeunes n'ont pas de perspective d'avenir. Moi, je suis jeune, je côtoie cette population, et ça me fait mal d'être à la mairie, de voir des femmes venir pour mendier des contrats aidés de 500 €. Je pense que nous avons les outils sur ce territoire. Nous sommes la France, nous sommes un territoire européen. Nous avons les moyens et les outils qui permettent que ces personnes sortent de cette pauvreté. Parce qu'un territoire comme celle-ci, une ville capitale, on doit être à la hauteur de s'occuper des habitants pour qu'on puisse avoir un vrai développement économique du territoire. Justement, parlons de votre programme et, si vous le voulez bien, parlons de sujets importants et qui intéressent aussi les électeurs. Parlons de la sécurité. Ce week-end, il y a eu des événements très importants, encore de la violence. Alors ce n'était pas au niveau du chef-lieu, même s'il y a eu des problèmes du côté de Doujani. Mais c'est vrai que le plus grave, c'était du côté de la Petite Terre, de Pamandi. La sécurité, c'est une vraie problématique aussi au niveau de Mamoudzou. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu en 2020 pour tenter de résoudre cette problématique qui touche vraiment l'ensemble de Mayotte et notamment le chef-lieu? Nous sommes un territoire attractif. Nous sommes un territoire où il y a l'insécurité régnait il y a quelques années. À notre arrivée au pouvoir, nous avons travaillé avec les services de l'État. Nous avons mis en place des vrais projets auxquels les habitants aussi maintenant se sentent un peu en sécurité. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu quelques mouvements, c'est normal, puisque il faut traiter l'insécurité, il faut traiter la sécurité sur le fond et aller plus loin. Les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, c'est des mesures auxquelles on traitait tout de suite ce qui était améliorer le cadre de vie, c'est-à-dire que les gens se sentent en santé, se sentent en sécurité chez eux. Il y a eu la vidéoprotection notamment. Oui, et notamment quand on avait projeté la vidéoprotection comme programme en 2014, d'autres personnes n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, on a réalisé, mais la vidéoprotection ne suffit pas. D'ailleurs, moi, j'étais pas trop d'accord sur la mise en place des gilets jaunes, parce que moi, je proposais, quand il y a eu la réunion de proposition en 2016 à la mairie, moi, je proposais à ce que ces jeunes soient accompagnés pour intégrer un métier de sécurité, pas juste des bénévoles, parce que le bénévolat, c'est bien, mais ça n'a pas de durée. Donc, moi, je pense qu'actuellement, il faut traiter l'insécurité par la proposition de ne pas laisser les jeunes sans loisirs, sans emploi, ni formation. D'ailleurs, dans mon programme, ça c'est le cœur du sujet, c'est la lutte contre l'exclusion sociale. Ça permettra aux jeunes... Ça passe par quoi, ça, cette lutte-là? Cette lutte contre l'exclusion sociale, ça passe par des formations, c'est-à-dire en créant une école de la deuxième chance qui permettra à tout jeune d'être formé. Il y a des écoles de la deuxième chance, mais il n'y a pas une continuité complète. C'est-à-dire, nous, avec le CICE, le contrat emploi compétitivité, qui permettra à chaque jeune embauché par l'entreprise que l'entreprise ne paye pas d'impôts sur ce jeune-là. D'ailleurs, Mayotte et la Guyane... Mais Ibrahim, le CICE existe déjà Le CICE existe, mais ça a été maintenu que sur deux territoires au niveau national, Mayotte et la Guyane. Et ça, c'est parce que le taux de chômage et le taux de jeunes mis hors du circuit de l'emploi nécessite que ce dispositif doit être exploité. Et ça, l'équipe actuelle ne l'a pas exploité, selon vous? On ne l'a jamais soumis parce que sinon je n'aurais pas été candidat. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse former ces jeunes-là et faire des conventions avec les services de l'État, avec le MEDEF, le CGPME, afin que chaque jeune formé pendant 8 mois puisse intégrer un emploi sur 3 ans. Et au bout de 3 ans, ce jeune pourra décider s'il continue dans l'emploi, s'il peut aussi continuer à créer son entreprise. Parce que ici, c'est l'activité qui permettra que les jeunes sortent du chômage, c'est l'activité qui permettra que les femmes aient un emploi.
Donc nous, par rapport à ce dispositif, le CICE, il y a aussi NIT, c'est-à-dire un dispositif européen qui permet à quelqu'un qui n'est pas dans l'emploi ni dans la formation à être formé pour intégrer un emploi. Il y a aussi les formations qui permettront avec des conventions afin que ces jeunes puissent aller à métropole, parce que moi j'ai déjà discuté avec des élus de la métropole, notamment sur les communes rurales, qui manquent de la main-d'œuvre. Un jeune qui est dans notre dans une école de formation, qui permettra à ces jeunes-là d'aller faire le stage à métropole, ces jeunes-là auront l'idée de ce que c'est Mayotte, ce que c'est la métropole. Ali Ibrahim, il y a un dossier aussi très important qui là vous concerne de très près, puisque je le rappelle, vous êtes en charge des équipements publics, des travaux, c'est ce projet Caribus. Vous parliez de développement économique et justement il y a la DIEC, une association qui défend les intérêts de Kawéni, notamment des entrepreneurs, qui montent vivement au créneau face à ce projet. Est-ce que selon vous, il faut garder ce projet en l'état ou il faut le modifier? Vous êtes en charge quelque part de ce projet? Moi, je suis en charge de la voirie et en quelque sorte en charge de ce projet-là, puisque bon, il y a mon collègue, c'est un projet intercommunal. Tous les Avec élus, l'Académie. voilà, tous les élus sont concernés par ce projet et tout Mayotte aussi. Ce qu'il y a, c'est que quand on réalise un projet, il faut associer tout le monde. Il faut associer les associations environnementales, il faut associer le Conseil économique social, il faut aussi associer le monde économique. Ce qu'il y a, c'est que c'est un projet qui a fait son temps, qui n'est pas réellement adapté aux besoins de Mayotte actuellement, mais si l'association se permet de donner des observations, il faut les écouter. Par contre, ce projet ne doit pas être lâché, ni être interrompu. Vous seriez prêt à le modifier? Il faut l'accompagner par d'autres mesures. Et aussi, il faut qu'on redevienne sur la table afin de voir quelles sont les réelles observations de cette association-là. Prochaine étape, Ali Ibrahim, vous avez un comité de soutien. Quelle est la prochaine étape pour vous présenter, faire du porte-à-porte, justement pour présenter votre programme? Comment vous allez un peu procéder d'ici le mois de mars prochain pour vous faire élire? Dans une commune, le chef-lieu, où il y a beaucoup de candidats et notamment du lourd, comme on dit, avec des candidats importants qui veulent absolument remporter la victoire. On pense notamment au premier adjoint actuel ou encore à Amdil qui est du côté des LR. Moi, je pense qu'avoir beaucoup de candidats, c'est une chance pour le territoire, mais seulement il faut regarder le contenu. Ces projets-là, nous, notre projet, c'est l'humain qui est au cœur du projet. C'est-à-dire permettre à ce que le taux de chômage sur la commune baisse de 20%. Et nous avons les dispositifs et les moyens pour les faire baisser. Aussi qu'il y ait des candidats, mais il faut voir leur projet. Nous avons un projet qui tient à ce que l'humain puisse se développer. Il faut qu'il y ait un projet qui aussi met en dynamisme le territoire communal. Avec plus de social? Il faut du social et aussi de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut accompagner la population à se développer. Il faut accompagner la population aussi à intégrer l'emploi. En parallèle, il faut aussi développer l'infrastructure. C'est-à-dire que nous avons un projet de transport en commun, c'est-à-dire accompagner le Caribus par le téléphérique qui partira de Kekolas vers la zone industrielle. Il y a aussi le deuxième téléphérique qui partira de Vaïbé vers le collège de Passamainti. Ça permettra aux gens du centre, quand ils viennent sur Mamoudzou, de ne pas subir les embouteillages. Il y a aussi une troisième option qui sera sur la zone hôpital, la police et le vice-rectorat, qui permet, mais c'est une option. Par contre, qu'il y ait beaucoup de candidats, mais c'est aussi leur projet. Parce que nous avons un projet, le deuxième projet majeur qui nous tient, c'est l'environnement. L'environnement, nous avons l'associé avec ce qu'on appelle la maison de la biodiversité, de l'écologie et de la... On reviendra en parler sur notre plateau d'ici justement le mois de mars avec ce premier et ce second tour des élections municipales à Mamoudzou. On suivra de près et vous aurez l'occasion de revenir détailler encore un peu plus ce programme que vous avez réalisé avec votre équipe. Merci beaucoup Ali Ibrahim. Merci à vous Pierre. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment une nouvelle opération contre les cultures implantées illégalement ou encore Air Austral qui commande de nouveaux avions chez Airbus cette fois. Au montage, Leslie Vumenet. Depuis plusieurs semaines, les autorités multiplient les opérations pour protéger l'environnement. Jeudi, sur les hauteurs de la commune de Mamoudzou, une opération de destruction de cultures implantées illégalement en forêt a été conjointement organisée par les services ressources forestières du conseil départemental, la direction départementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et l'Office national des forêts avec le soutien de la police nationale. Cette opération a permis la destruction de cultures illégales composées de pieds de banane et de manioc sur une superficie d'environ 2 hectares.
La lutte contre l'occupation du domaine forestier public permet le contrôle des atteintes aux couverts forestiers et la préservation des massifs, des monts et des crêtes, patrimoine naturel et environnemental de Mayotte. Les autorités assurent que ce type d'opération a vocation à être poursuivi sur d'autres parcelles de forêt publique. Samedi, Marie-Joseph Mallet, président directeur général de la compagnie Air-Austral, a signé un protocole d'accord pour la commande de 3 A220-300 au constructeur français Airbus. Cette commande s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte moyen et court courrier et permettra de remplacer progressivement les deux Boeing 737-800 et l'ATR 72-500. Ces appareils seront livrés à partir de novembre 2020. L'arrivée de ces nouveaux avions marque une collaboration nouvelle entre Air-Austral et le constructeur Airbus. Selon Marie-Joseph Mallet, cet avion de catégorie intermédiaire d'une capacité de 132 sièges avec un rayon d'action de 2300 miles est parfaitement adapté aux besoins de la compagnie. Il permet entre autres à Air-Austral d'envisager le renforcement de ses dessertes régionales et le déploiement de son réseau. Après les problèmes rencontrés avec les deux Boeing 787-800, Air-Austral semble donc vouloir travailler avec le constructeur aéronautique européen basé à Toulouse. Et demain, le vice-rectorat organise une table ronde autour du thème « L'architecture et le développement durable ». 3 thématiques seront abordées, la ventilation, la protection solaire et les matériaux de construction. Plusieurs architectes interviendront sur chacun des thèmes en fonction de leur domaine de compétences. Leurs propos seront illustrés avec des exemples de réalisation dans des zones climatiques tropicales. Pour rappel, en France, le secteur du bâtiment consomme 44% de l'énergie et génère environ 25% des émissions de gaz à effet de serre et 3/4 des déchets produits, alors que la politique énergétique nationale a pour objectif de parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030, avec comme objectif intermédiaire 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. L'animation de la table ronde sera assurée par Anne-Constance Nguena, spécialisée dans le développement durable et la sensibilisation à l'environnement, notamment au travers de l'émission Agir pour l'environnement, diffusée sur KTV. Et on termine avec le dispositif des cadets citoyens renouvelé pour la 2e année consécutive. 39 jeunes vont être encadrés par la Gendarmerie nationale ainsi que par le RSMA. Suivi de cours et découverte de nouvelles institutions seront au rendez-vous, de quoi permettre l'épanouissement scolaire et ou professionnel des jeunes de cette 2e promotion. Alors comment le programme de ces jeunes citoyens sera-t-il organisé? Quelle sera pour eux l'issue de cette formation? Réponse dans ce sujet, signé Marion Tellier. Le dispositif Cadets citoyens signe un nouveau succès cette année. Mis en place pour la première fois l'année dernière à Mayotte, il vient en aide aux jeunes en difficulté dans le système scolaire, mais aussi à ceux confrontés à de lourds problèmes d'insertion. Confiés à la gendarmerie ou encore au RSMA, ces jeunes citoyens peuvent alors obtenir une grande marge de progression. Le plus important, ce sont 2 séquences d'une semaine, qui se tiennent d'ailleurs dans l'établissement où nous sommes, mis gracieusement à la disposition du dispositif par l'Éducation nationale, au cours desquels il y a des cours qui sont donnés, il y a des découvertes qui sont faites, les jeunes découvrent des institutions. Cette année, je crois qu'on va pouvoir organiser une visite du conseil départemental, une visite de la préfecture, pour leur expliquer ce que sont les institutions de la République, pour leur expliquer comment l'île vit, comment elle s'organise, pour les intéresser à la chose publique et leur montrer qu'il y a d'autres voies que les impasses sur lesquelles quelquefois ils s'engagent. Si certains d'entre eux réintégreront par la suite le système scolaire dans de bonnes conditions, d'autres rejoindront le RSMA pour y apprendre leur futur métier. Quels que soient leurs choix à venir, les 39 jeunes aujourd'hui présents au lycée de Tsara Ano n'ont pu cacher leur satisfaction et leur fierté. C'est le commencement en fait. C'est la base de la militaire. Du coup, pour moi, ça représente plein de choses parce que mon métier, je veux être gendarme depuis tout petit. Et donc, pour moi, c'est comme si j'ai déjà réalisé mon rêve parce que je suis un débutant. Donc voilà, je suis content. À l'issue de leur formation, les jeunes encadrés par le service de gendarmerie nationale accéderont sans passage de test au statut de gendarme volontaire. Une ouverture sur de potentielles carrières, un véritable levier pour l'insertion professionnelle de ces jeunes sur le territoire. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.